Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, ça va être un thème un peu plus général et ça va être faut-il croire les chiffres? Alors les chiffres, que ce soit des stats économiques, des graphiques, des tendances, on va en regarder tous quand on est investisseur, que ce soit investisseur d'ailleurs en bourse ou investisseur dans l'immobilier, puisque à un moment donné on se pose des questions, forcément, hein, c'est pas une aventure si facile que ça d'être investisseur, on a peur de faire des erreurs, l'environnement extérieur change, on se pose des questions sur notre stratégie et donc voilà, on est de toute façon un peu inondé de chiffres. Qu'on veuille aller les chercher nous-mêmes ou pas, si on ne vient pas les chercher, ils vont venir par les sources d'information, magazines, journaux télévisés, grand public, j'ai envie même dire bruit de discussion avec des amis. Et à un moment donné, on va être l'œil sur des chiffres, on va vouloir regarder ce qui peut se passer à l'avenir, si on n'est pas en train de se planter, etc. Donc, faut-il croire les chiffres? Alors, oui, il faut croire les chiffres, par contre, il faut savoir ce qu'on regarde. Alors, tout le monde connaît les effets visuels avec les graphiques, c'est-à-dire en jouant sur les échelles, en partant pas à zéro, on peut finalement faire dire beaucoup de choses au graphique et selon comment on le présente, finalement, sur une même donnée, on peut faire dire à un graphique un peu tout et son contraire. En tout cas, on peut atténuer la vérité, l'orienter un peu dans son sens. C'est d'ailleurs ce que s'amusent beaucoup à faire les économistes qui sont marqués politiquement, on va dire, qui travaillent pour des partis. Ils ont une stat, ils savent en tirer le message qu'ils veulent donner. Donc il faut faire déjà attention à ça. Et il faut être bien conscient qu'à partir du moment où on a une stat ou un chiffre, il faut savoir ce qu'il y a derrière et c'est pas si facile que ça. Alors moi, mon exemple favori là-dessus, c'est le fameux seuil de pauvreté. Vous allez entendre en France, souvent aux journaux télévisés, qu'il y a, je sais pas, 6 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Alors moi, je vais vous poser une question. Si on augmentait du jour au lendemain, comme ça, dans un claquement de doigts, à partir de demain, le revenu mensuel de l'ensemble de la population française est doublé. Donc on augmente de 100%, voilà, vous avez un salaire, vous gagnez 1500 euros, demain vous gagnez 3000 euros à partir de demain. Celui qui en gagne 1000 en gagne 2000, celui qui en gagne 10 000 en gagne 20 000. Et ça on le fait bien à inflation constante, hein, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'argent, enfin on ne perd pas de valeur de l'argent, etc. Bon, c'est un exercice théorique, mais voilà, je vais vous poser la question. Donc si avant que tout le monde double son salaire, il y avait 8 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, combien on en a à partir du moment où on a doublé le salaire de tous les Français? Combien on a de personnes en dessous du seuil de pauvreté? La réponse, c'est qu'on en a toujours 8 millions. Pourtant, on a l'impression que le niveau de vie s'est arrangé et qu'on a pourtant moins de pauvres. Tout simplement, c'est ça à cause de la définition du seuil de pauvreté en France et en Europe, qui est différente d'une définition du seuil de pauvreté, par exemple, qui peuvent être appliquées dans d'autres pays, que ce soit des pays en voie de développement ou des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Canada. Aux États-Unis ou au Canada, le seuil de pauvreté, on va vous prendre un certain niveau de revenus nécessaire pour assurer une subsistance correcte, on va dire, chaque mois par unité de consommation. Voilà. Et si c'est 1000 $ qu'il faut, on va vous dire tous ceux qui sont en dessous de 1000 $ sont en dessous du seuil de pauvreté. En Europe, on ne raisonne pas comme ça. On prend le revenu médian et on considère qu'à partir du moment où on est en dessous de 60% du revenu médian, on est en dessous du seuil de pauvreté. C'est comme ça qu'on définit le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que contrairement au seuil de pauvreté dit absolu comme aux États-Unis ou au Canada, en France et en Europe, c'est un seuil de pauvreté dit relatif. Donc à partir du moment où on a cette définition-là, qu'on dit on prend le revenu médian et on prend 60% du revenu médian et tous ceux qui sont en dessous sont considérés comme en dessous du seuil de pauvreté, si demain, par miracle, tout le monde arrivait à doubler ses revenus, finalement, on double le revenu médian avec la même proportion de population en dessous et au-dessus. Et à 60% de ce revenu médian, finalement, vous avez toujours les 8 millions de personnes que vous aviez avant ce miracle. Et pourtant, combien de politiques donnent des arguments sur le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France, alors que l'INSEE le définit comme un seuil de pauvreté relative. Donc voilà, ça, combien il y a de gens qui le savent quand on entend aux infos parler du seuil de pauvreté. Et donc, dans ce faut-il croire les chiffres, finalement, il y a un chiffre qui nous intéresse particulièrement, c'est celui de l'inflation. Faut-il croire ce chiffre de l'inflation? On est beaucoup à voir que le chiffre de l'inflation est annoncé à entre 0 et 1% depuis plusieurs années, et pourtant on a l'impression que tout augmente,
pour se loger, ça augmente par exemple, en tout cas que le prix des actifs augmente et que tout est de plus en plus cher quand on investit. Et en fait, c'est assez simple. Finalement, personne ne se pose la question de la définition de l'inflation. Moi, la définition de l'inflation telle que calculée par l'INSEE, du coup, je l'ai réimprimée sur le site de l'INSEE. Donc, c'est pas très long, hein. N'ayez pas peur avant que je commence à lire. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Jusque-là, ok. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur des unités de monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble sans discrimination entre les catégories d'agents. Pour évaluer le taux d'inflation, on utilise l'indice des prix à la consommation, IPC. Attention, dernière phrase de la définition, et c'est celle-là qui est intéressante. Cette mesure n'est pas complète. Le phénomène inflationniste couvrant un champ plus large que celui de la consommation des ménages. Je crois qu'on a tout dit. Dans la consommation des ménages, on met une certaine part de choses, on ne met pas la part d'immobilier à sa juste valeur. Il y a en fait un phénomène parallèle de perte de la monnaie, de perte de la valeur de la monnaie vis-à-vis du prix des actifs, dû finalement au phénomène de quantitative easing, d'impression de monnaie qu'on a eu, et potentiellement on risque d'en avoir un peu plus ces derniers temps avec les plans de soutien au Covid. Donc voilà, il faut faire attention quand on dit qu'il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas de hausse d'indice des prix à la consommation. L'INSEE le dit lui-même, l'indice des prix à la consommation ne représente pas une mesure complète de l'inflation. Donc voilà, il faut être vigilant sur tous ces chiffres. Donc les chiffres c'est bien, mais il faut vraiment savoir ce qu'il y a derrière et comment ils sont calculés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous contenter du tableau. Les chiffres, l'INSEE fait du travail intéressant, hein, on est d'accord, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en premier niveau de lecture, il faut être en deuxième niveau de lecture et avoir été creusé derrière. Et ça va s'appliquer à vos investissements boursiers comme immobiliers. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je donne en cadeau le petit PDF, 7 méthodes d'entrepreneur applicables à l'investisseur immobilier locatif. Donc dans la description de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Et donc dans la description de la vidéo, je mets également le lien vers mes 4 livres de gestion de patrimoine un peu plus au sens général et plus pour débutants, d'investissement en bourse, et les 2 d'immobilier dont l'un est best-seller, premier de sa catégorie dans Amazon, et sa suite qui va plus loin dans le détail, au cas où les lecteurs du premier l'auraient loupé. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.